C'est un défi mondial auquel on est confronté. Nos pensées vont à ceux qui sont morts. Aucun mot ne pourra adoucir cette perte. Le mot épidémie a été utilisé. La peur, ça va vite en fait. Cette image-là, elle n'aurait jamais dû exister. On ne veut pas créer de panique générale. On a à la fois une course de vitesse et une enquête policière à échelle mondiale pour l'ensemble des chercheurs. C'est mon deuxième jour de quarantaine dans cette unité spéciale dans le Nebraska. On est dans une France en multicrise et voilà un virus qui arrive. Notre travail n'est pas terminé. La situation peut encore évoluer. Les thèses complotistes, elles émergent très très vite, beaucoup plus vite qu'au temps du Covid-19. C'est comme si un bateau fantôme apparaissait. 5h30 du matin au port de Tenerife, nuit noire, lumière blafarde, voici le Hondus, le navire qui inquiète le monde entier. Pour ses passagers, c'est la fin du cauchemar. Je suis actuellement à bord du MV Hondus et ce qui se passe maintenant est bien réel. 3 touristes sont morts, foudroyés par un virus respiratoire. Les cas d'antavirus ont été détectés. Navire paria, le Hondus a longtemps attendu de savoir où aller. L'Espagne a décidé de l'accueillir. Aux Canaries, le monde entier scrute l'arrivée du bateau. Il y a 400 journalistes qui sont sur place, des caméras du monde entier qui sont braquées sur ce bateau. Alors évidemment, il y a une montée d'adrénaline. C'est le moment, on sait que ça y est, ça démarre et qu'on va vivre un événement mondial. Une opération XXL commence. Les autorités le savent, elles n'ont pas le droit à l'erreur. L'appétit pour nous a été dès le départ énorme parce qu'il y avait 17 Américains à bord, mais aussi parce que dans ces temps post-Covid, bien sûr, tout de suite, où le fait qu'il y ait ce virus, ce qui se passait à bord a intéressé beaucoup, et aussi l'impossibilité pour le bateau de trouver un port qui l'accueillait. Je pense que nous, on était très curieux de voir ce qui allait se passer. La coordination aussi, qui finalement a permis l'opération ici, entre l'OMS, les autorités américaines, européennes, de tous ces pays-là. C'était l'autre complexité de la chose. La croisière et le virus, ce sont deux mots qui rappellent le Covid-19. Donc bien sûr, cet événement intéresse tout le monde. On ne sait pas encore grand-chose, mais on veut connaître la vérité et bien voir les opérations. Le principe, pas d'accostage. Le Hondus ne doit jamais arriver à quai. Et chaque pays reprend ses citoyens. C'est pour ça que les passagers sont évacués en navette, nationalité par nationalité. C'est une opération sans précédent. Il y a 23 pays impliqués. Les autorités espagnoles sont à la manœuvre, l'OMS supervise. L'objectif, éviter la psychose. Il y a une importante bulle sanitaire qui est installée. Tout le port est quadrillé. Personne ne peut rentrer sur ce port. Le public n'a pas accès. Il y a une zone presse qui est installée, délimitée, avec des barrières évidemment. 2 jours plus tôt, une scène permet de mesurer le degré d'angoisse que provoque l'arrivée du Hondus. Pas de travail sans sécurité, pas de travail sans sécurité. Ce sont les dockers de Tenerife, et ils le disent, ils ont peur. Nous avons déjà subi le Covid, qui n'a pas fait un mort, mais des milliers et des milliers. C'est insensé, laisser entrer ces personnes malades ici. Toute l'île se sent comme sacrifiée. Le président du territoire le dit clairement ce jour-là, ce maudit bateau n'a qu'à aller ailleurs. Nous ne savons toujours pas où en sont les passagers, ni quelle est l'ampleur de la contagion, ni quelle est la souche virale en question. Et nous continuons à ne pas comprendre pourquoi, si l'objectif est de procéder à un rapatriement, celui-ci n'est pas effectué à Praia, au Cap-Vert, au port ou à l'aéroport. Les locaux autour de nous disent mais on ne comprend pas pourquoi on nous a imposé ce bateau à nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, le gouvernement local n'en voulait pas. Il s'y est opposé et c'est au-dessus que ça s'est joué. On a imposé aux îles Canaries ce bateau parce qu'il fallait trouver une solution, parce qu'il y avait urgence à débarquer ces passagers qui étaient pour certains dessus depuis plus d'1 mois. La pression est à son maximum. Le gouvernement espagnol et l'OMS savent qu'elles n'ont pas le choix. Il faut jouer la transparence.
Les autorités voulaient que rien ne soit caché, que tout soit filmé par les caméras du monde entier. Tout devait être filmé pour montrer justement qu'il y avait cette bulle sanitaire qui avait été mise en place, qu'on allait en aucun cas mettre en difficulté, en péril la population locale avec un risque de contamination. Et les habitants sont là, à quelques dizaines de mètres, comme hypnotisés par ce bout de quai où se joue un peu de leur destin. Nous sommes juste venus voir comment il gère la situation. Certaines personnes de son école ont eu peur et nous avons reçu quelques consignes, mais nous n'avons pas vraiment peur. On verra bien, parce qu'en réalité nous sommes plutôt en sécurité. Je suis venu par curiosité et aussi parce que je me sens un petit peu solidaire avec eux. L'aide humanitaire passe avant tout, mais bon, nous avons aussi un peu peur en pensant à ce qui pourrait se passer. Combinaison bleue, masque de protection et Charlotte sur la tête, les passagers sont méconnaissables. Une fois débarqués, tous doivent monter à bord d'un bus. Sous haute surveillance, ils sont emmenés vers l'aéroport le plus proche. Ça fait peur de voir ces personnes qui sont équipées de la tête aux pieds pour n'avoir aucun contact humain avec ces personnes. Ils ont des combinaisons, ils ont des gants en caoutchouc, ils ont des bottes, ils ont des masques. Ça découle directement de l'expérience Covid-19. Évidemment, c'est mieux géré dans la communication, dans les équipements aussi. Et puis, ça travaille beaucoup entre équipes, puisque là, c'est un virus qu'on méconnaît plus ou moins. Les affaires qui ont pu être emportées sont placées dans des sacs hermétiques. Ces images de désinfection sur le tarmac marquent les esprits. Puis chaque groupe est rapatrié par son pays. Les Français embarquent à la mi-journée dans ce Falcon, spécialement affrété pour eux par le gouvernement. Ils seront pris en charge par les personnels du centre de crise, donc notamment 2 personnels médicaux spécialisés, et ils seront pris en charge dans le cadre d'un vol médicalisé, d'un vol sanitaire. Chaque pays concerné a son représentant. L'opération se veut un modèle de coopération internationale. C'est important de dire qu'on comprend très bien le sentiment, les soucis des gens ici sur l'île, des gens au capital, les gens espagnols, pour le tourisme, pour la santé au premier lieu. On le comprend extrêmement bien. C'est aussi pour la raison pour laquelle on est très très fiers. Le pays vraiment le plus important sont les Espagnols. Ce sont les autorités régionales, les autorités locales ici qui ont fait un travail extraordinaire dans ce cadre. L'opération est un succès. Tout se déroule comme prévu. Les gens peuvent se déplacer en toute sécurité. Il y a la certitude absolue qu'il n'y aura aucun contact avec la population locale. Pourtant, une image va suffire à faire voler en éclats ce récit. À bord du bus d'évacuation, un des passagers du Hondus retire son masque. Cette image, elle est dramatique. C'est un bug, c'est un raté. Effectivement, ce geste, il nous choque. Ce monsieur, tout d'un coup, a l'air de dire « Oh, et puis je m'en fous ». Cette image, elle va faire immédiatement polémique. Elle est à la une de tous les médias. Évidemment, les autorités avaient assuré que cette bulle sanitaire serait respectée dans les moindres détails, qu'il n'y aurait aucune faille. Et évidemment, quand on voit ce passager qui est dans ce bus, qui ôte son masque, c'est un petit peu l'image de la honte. Et évidemment, c'est la première question qui sera posée à la conférence de presse qui est tenue par le directeur de l'OMS et la ministre de la Santé. Ils sont très embêtés. À ce moment-là, ils marchent sur des œufs. Je tiens à rappeler que ces personnes présentes dans ce bus se trouvaient également à bord du navire. Par conséquent, elles sont tenues de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Mais je veux insister, aucune des personnes débarquées aujourd'hui n'est un cas confirmé. Ce ne sont pas des patients. Ce sont avant tout des personnes que nous devons respecter, et ensuite seulement des cas contacts. Vous savez, beaucoup de ces passagers sont âgés. Vous pouvez imaginer comme c'est inconfortable pour eux, surtout les masques FFP2. Une autre séquence va faire polémique. Alors qu'il ne reste qu'une vingtaine de passagers à évacuer, le vent se déchaîne. Les navettes ne peuvent plus les récupérer. À la surprise générale, le bateau accoste. Cette image-là, elle n'aurait jamais dû exister. Le bateau ne devait pas accoster, c'était la condition pour son accueil.
Ça, je pense que ça aura marqué le monde entier, cette image où on voit les passagers qui sont alignés sur le quai avec leur protection, leur sac à leurs pieds à 1 mètre de distance les uns des autres. On a le sentiment que ce sont des pestiférés, presque des prisonniers. Ils sont à 1 mètre de distance, tout le monde les regarde. On a les yeux rivés sur ces personnes-là. Le soir du lundi 11 mai, moins de 48 heures après le début des opérations, le Hondus quitte enfin le port de Tenerife. À chaque pays désormais de gérer ses ressortissants, qu'ils soient malades ou cas contact. Encore faut-il être sûr de tous les retrouver. On a à la fois une course de vitesse et une enquête policière à échelle mondiale pour l'ensemble des chercheurs. C'est un défi mondial auquel on est confronté parce que les patients et les cas contacts proviennent de 23 pays différents. Donc, dans l'idéal, il devrait y avoir une politique cohérente dans ces 23 États, autant que possible la même, sous l'égide de l'OMS. Évidemment, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En France, les 5 croisiéristes rapatriés sont pris en charge à Paris, à l'hôpital Bichat. C'est l'un des centres de référence pour le risque épidémique. Mais quelques heures à peine après leur arrivée, c'est l'inquiétude. L'état d'une femme s'est dégradé dans l'avion. La ministre de la Santé s'exprime pour la première fois aux 20h. Effectivement, un de nos 5 compatriotes a eu des symptômes qui peuvent potentiellement ressembler à ce virus hantavirus. Et il va falloir attendre les 24 heures du test de ce patient pour savoir si c'est le virus ou pas. Ça commence vraiment le dimanche pour le gouvernement, puisque Sébastien Lecornu demande à sa ministre de la Santé, qui n'a pas encore été très exposée médiatiquement, Stéphanie Rist, d'aller faire le 20h de France 2 avec Laurent Delahousse pour expliquer la situation, dire un maximum de choses aux Français. On est dans une France en crise, en multicrise, et voilà un virus qui arrive pour le gouvernement, c'est un test de crédibilité. Nous prenons avec le Premier ministre des mesures très strictes, les plus strictes de la zone européenne, pour protéger les Français, parce que c'est tout au début de l'épidémie que ça se joue, qu'il faut briser les chaînes de transmission du virus. Un isolement qui, dans les premiers jours, sera à l'hôpital pour faire la batterie d'examens qui sont nécessaires. Et nous verrons dans les jours qui viennent les modalités de l'isolement qui durera 42 jours. Dans la nuit, tout s'accélère encore. La ministre fait la matinale de France Inter. Il y a officiellement un premier cas d'hantavirus en France. Une des personnes, pendant le voyage en avion, a eu des symptômes. Elle s'est malheureusement dégradée cette nuit. Et je peux dire ce matin que les tests sont revenus positifs à l'hantavirus. Donc il s'agit d'une patiente avec un hantavirus qui est dans un endroit, un hôpital spécialisé en maladies infectieuses, avec toute une technique dans les chambres, qui est très protectrice pour éviter évidemment que le virus se propage. Donc la France compte ce matin son premier cas positif d'hantavirus. Oui, je dois le dire très clairement. À ce stade, le gouvernement préconise encore l'auto-isolement. Mais quelques heures plus tard, le ton se durcit. Désormais, les cas contacts doivent être placés en quarantaine stricte. Notre réponse sanitaire est claire. Pour tous les cas contacts, sans exception, quarantaine renforcée en milieu hospitalier. Lorsqu'il y a eu notamment en France le premier cas avéré de cette femme qui a été hospitalisée à Bichat en réanimation, eh bien, on a bien vu qu'il y a eu une bascule, un point de bascule, avec un discours beaucoup plus alarmiste et le mot épidémie a été utilisé. Entre le dimanche soir et le lundi, on change complètement de registre, c'est confinement pour tous à l'hôpital et 42 jours. On ne va pas prendre le risque de dire on vous libère, vous rentrez chez vous. Pourquoi ? Parce que le gouvernement sait qu'il est confronté à une défiance maximale depuis 6 ans, depuis la crise du coronavirus. Scientifiquement, on aurait pu choisir de conserver à l'hôpital les 5 patients qui initialement étaient sur le bateau et les cas contacts chez eux. Mais honnêtement, il faut harmoniser. Et puis, on a aussi le dispositif médical adéquat. 22 personnes à surveiller en milieu hospitalier, c'est une dimension qui est tout à fait acceptable pour le milieu. À partir de là, la ministre de la Santé multiplie les interventions. À l'Assemblée nationale, Il y a des choses qu'on sait sur ce virus et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il y a aussi, et vous l'avez dit, des choses qu'on ne sait pas. en commission, au Sénat et même lors d'une grande conférence de presse entourée par 5 experts scientifiques. Nous reconstituons
la quantité de stock nécessaire, je parle des masques. C'est intéressant de voir effectivement que tout ce vocabulaire est revenu. C'est une petite chanson de cette époque, de cette période des années 2020, qui tout à coup s'est réinvitée dans notre salon, dans le salon de nos téléspectateurs. Et on a vu un gouvernement qui a voulu faire de la pédagogie, utiliser justement cette dialectique que les Français connaissent bien maintenant pour apporter un maximum d'informations. Vous n'avez pas un gouvernement rassuriste, si je peux me permettre l'expression, qui cherche à rassurer à tout prix, à pêcher par excès d'optimisme. Non, on vous dit qu'on sait et qu'on ne sait pas. On vient avec les scientifiques qui vous disent il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Et vous avez donc du coup une ligne de crête qui est très fine, qui est très compliquée en termes de communication politique. C'est ne pas faire paniquer les Français inutilement, mais ne pas les rassurer pour autant inutilement. La France a pris des mesures drastiques, isolement à l'hôpital, pour les 5 passagers et tous les cas contacts. Un suivi à la lettre des préconisations de l'OMS. Nous recommandons qu'ils soient suivis activement dans un centre de quarantaine désigné ou à domicile pendant 42 jours à compter de la dernière exposition. Notre travail n'est pas terminé, la situation peut encore évoluer. Mais parmi les 23 pays concernés, certains sont très loin d'un tel protocole. La ministre elle-même s'en inquiète. Au-delà de ça, nous voulons que la France apporte ces mesures très protectrices et arrive à convaincre l'ensemble des pays, et notamment les plus près de nos frontières, à adopter des mesures qu'on pourrait appeler de précaution, mais qui permettent, je le crois, qui permettront de briser cette chaîne de transmission. En Grande-Bretagne, c'est 72 heures d'observation à l'hôpital, puis autoconfinement à domicile pour les 22 croisiéristes s'ils sont testés négatifs. Aux Pays-Bas, après un dépistage, les ressortissants néerlandais sont confinés, mais à domicile. L'Espagne a décidé d'isoler ses 14 passagers du Ondus dans cet hôpital militaire, sans possibilité de visite, et certains pays vont encore plus loin. Le pays le plus maximaliste, c'est l'Australie. L'Australie a ouvert à nouveau une sorte de camp fermé qui se trouve dans une campagne, très loin de toute ville, là où on traitait les malades du Covid. Et c'est ici qu'elle a mis tous ces cas contacts de personnes qui reviennent du bateau, avec comme objectif qu'ils ne rencontrent personne pendant 42 jours. Autre image surréaliste, cette opération militaire et son scénario digne d'Hollywood. Le 9 mai, des parachutistes britanniques envoyés sur une île perdue au beau milieu de l'océan Atlantique. Largage de matériel médical et de 2 soignants. Objectif, venir en aide à un homme gravement malade, possiblement infecté par l'hantavirus. Lui aussi avait voyagé à bord du fameux bateau. Mais dans cette course contre le virus, un pays inquiète par sa réaction jugée tardive, les États-Unis. Ce n'est pas le Covid, Jake. Et on ne veut pas gérer cela comme le Covid. On ne veut pas créer de panique générale. Dans cette interview du 10 mai, le chef de la principale agence sanitaire défend le choix américain, un protocole au cas par cas. Fort du principe de liberté qui existe dans ce pays, il a été demandé à chacun des cas contacts de se faire tester. Ça se passe dans un institut du Nebraska. Ensuite, soit le résultat est positif et là la personne est hospitalisée, soit le résultat est négatif et la personne doit s'engager à s'auto-confiner dans son domicile. Mais il n'y a aucune structure pour le vérifier et la loi dépend de chaque État. Un plan qui s'écarte des préconisations de l'OMS, dont les États-Unis sont sortis lors du retour au pouvoir de Donald Trump. À ce jour, les autorités américaines indiquent qu'elles surveillent une quarantaine de personnes, dont les 18 passagers du navire récemment rapatriés. Parmi eux, Jake Rosmarin, un influenceur voyage. À sa façon, il a tout documenté. Ses premiers instants à bord du Ondus, insouciant. Et voici l'endroit où on passe le plus de temps en expédition pour avoir les meilleures vues. Le choc et la peur après les premiers morts. On n'est pas qu'une histoire, des grands titres. Et maintenant sa quarantaine dans cette unité spécialisée du Nebraska. Ici, il fait visiter sa chambre. Voici mon petit désinfectant pour les mains, les toilettes, la salle de bain. Il y a une commode, un frigo et même une télé connectée.
Et ça, c'est mon thermomètre pour prendre ma température plusieurs fois par jour. Un confinement de 42 jours publié en temps réel sur les réseaux sociaux. Quand il fait du sport ou quand il se fait livrer son café préféré. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. L'influenceur décrit sans relâche son nouveau quotidien un peu étrange. Dans cette autre vidéo, il montre toutes ses caméras sous ses fenêtres à l'affût de la moindre nouvelle. Une attention médiatique hors norme, à la mesure de l'inquiétude suscitée par le virus. On pourrait commencer d'être rassuré à partir de fin juin, si on regarde 42 jours en arrière. Mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Les Américains ne vont pas mettre en place les mesures qui sont en Europe. Les Anglais ne le font pas déjà comme nous le faisons, nous, en France. Donc on risque, à la toute fin de cette période où on aura respecté le confinement, la quarantaine en milieu hospitalier, de peut-être se retrouver avec quelques individus qui, eux, vont avoir transporté, conservé et diffusé le virus. Et ça, on ne le saura qu'à la toute fin. Et malheureusement, on a l'échéance des vacances, on va avoir l'échéance du mondial de football aux États-Unis. Dans un mois, effectivement, commence la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Effectivement, il y a des supporters des 48 nationalités qui seront présentes aux États-Unis. Dire avec certitude qu'on sait qu'aucun cas contact n'est dans aucun stade, c'est impossible. Mi-mai en France, la situation est stable. Les 22 cas contacts sont toujours testés négatifs. Ces personnes continueront à être suivies médicalement. Désormais, les autorités ne communiqueront plus sur ces résultats, à l'exception d'un test positif. Pendant que les politiques cherchent la bonne réaction, les scientifiques cherchent des données. Sur l'hantavirus d'abord. Celui qui est en cause vient d'une souche des Andes, principalement présente en Amérique du Sud. Il est tout nouveau finalement dans la sphère scientifique. On ne l'a identifié qu'en 1996, celui-ci. Donc, il y a très peu de littérature, très peu de volume d'éléments physiologiques, biologiques le concernant. Donc, effectivement, on est encore en train de se renseigner à propos de ce virus et du moyen de le combattre. Autre question encore en suspens, faut-il craindre l'émergence d'un nouveau variant ? Dans la vie d'un virus et dans la vie d'hantavirus des Andes, on sait qu'il a muté, qu'il mute et qu'il mutera. C'est son moyen de se reproduire. Et c'est là où il y a un danger. Maintenant, les mutations aujourd'hui, concernant ce cas spécifique, elles sont totalement transparentes. Elles n'existent pas, en tout cas, pour les scientifiques et même pour le corps médical. Et puis, il y a le mystère qu'il faut élucider. Qui est le patient zéro ? Une hypothèse existe, Leo Schilperord, le premier passager mort à bord de l'Ondus, serait à l'origine du cluster. Avec sa femme, il a voyagé pendant 5 mois, Argentine, Chili, Uruguay et finalement Ushuaia pour prendre le fameux bateau. Alors il y a 30-40 ans, cette histoire n'aurait pas existé. Pourquoi ? Eh bien parce que auparavant, nous n'étions pas des baroudeurs. Nous n'allions pas dans ces zones-là. Il n'y avait pas des voyages organisés à Ushuaia, en Patagonie, dans des zones qui étaient des zones complètement désertes, vivant de façon totalement autochtone. Durant leur périple, ces passionnés d'ornithologie ont pu être en contact avec un rongeur connu pour transmettre le virus, le rat pygmée de rizière à longue queue. Mais où ? Piste initialement privilégiée, cette décharge peuplée d'oiseaux rares. Mais le couple n'y serait jamais allé. Plus au nord, là où 30 cas ont été signalés ces derniers mois, une nouvelle piste, trouver la réponse est une absolue nécessité. Si on a le patient zéro, on va savoir où il a pu potentiellement être infecté, par quel type de rongeur et donc par quel type de virus. Et c'est pour ça que c'est important. C'est la construction initiale de la démarche scientifique qui est basée sur la découverte de ce patient zéro et donc du foyer initial. La quête du patient zéro est lancée. Une expédition scientifique se rendra à Ushuaia dans les prochains jours. Dans cette nouvelle crise sanitaire, la science et les institutions sont en première ligne. Les cibles préférées des complotistes. Dès les premiers jours, en fait, on constate qu'il y a beaucoup de messages complotistes qui déferlent sur les réseaux sociaux. Dès les premiers jours, ça va très très vite puisque les communautés en ligne, elles sont déjà formées, notamment autour des grands comptes de l'époque du Covid-19, par exemple Florian Philippot, Didier Raoult, Nicolas Dupont-Aignan, on pourrait en citer plein d'autres. Il faut arrêter la pseudo-science, la fausse science, la science corrompue par Big Pharma. On est en train de tout comprendre maintenant, tout le puzzle est en train de se dessiner devant nous. Est-ce que l'hantavirus ne permettrait pas de fait d'obtenir ce fameux confinement énergétique dont ils rêvent tous ? Le virus de la désinformation se propage vite.
Selon Radio France, 8 des 10 contenus les plus partagés sur Facebook sont trompeurs ou complotistes. Et certains protagonistes sont immédiatement pris pour cible, à l'image de Jake Rosmarin, l'influenceur du Hondus. Il reçoit des torrents de messages à caractère complotiste, voire antisémite, puisque ça reprend la thèse du complot juif, vu qu'il a travaillé pendant 3 mois à Jérusalem. Tout de suite, les complotistes vont se ruer sur ces éléments pour faire émerger des théories complotistes. On a aussi la théorie comme quoi c'est un acteur de crise, c'est-à-dire un comédien en fait, qui a été payé pour être sur ce bateau, ou en tout cas pour poster ses vidéos et faire croire qu'il y a une pandémie, simuler en fait une maladie. Une certitude, le nom du Hondus restera dans la mémoire collective. Ce navire fait désormais route vers Rotterdam, où les derniers membres d'équipage doivent être débarqués, et le bateau totalement désinfecté, sous haute surveillance.